semaine, je pense demain, j'enverrai un enregistrement de cette session, ainsi que des enregistrements de sessions que j'ai faites hier, je pense, oui, sur un autre online et ResearcherID, et des liens vers notre site de formation et des vidéos très courtes qui permettent de mieux utiliser les bases et vous aider à mieux cerner la manière de les utiliser. Donc, je vais partager mon écran avec vous, ça va prendre quelques secondes. Donc, bien sûr, dépendant de l'abonnement de votre institution, vous serez abonné à une ou plusieurs bases. Donc, vous tomberez sur la page d'accès principale de WebOfScience à travers l'adresse webofknowledge.com que vous pouvez taper n'importe où dans l'enceinte de l'institution où vous vous trouvez. Donc, cette plateforme contient bien sûr plusieurs bases. Vous pouvez le voir en fait sous ce lien, All Databases, et là, en cliquant sur la flèche, j'ai accès à toutes les bases de Thomson Reuters. Donc, moi, bien sûr, j'ai accès à tout, mais vous aurez sûrement accès à une ou plusieurs bases, dépendant de l'abonnement, du besoin et du budget de votre institution vers la base de WebOfScience. Avant de commencer à faire la recherche, je vous suggère de créer un profil sur cette base. Et le profil vous permettra notamment de sauvegarder toutes les recherches que vous faites et aussi de pouvoir créer des alertes de recherche et des alertes de citation et aussi accéder à des outils comme un autre online qu'on retrouve en haut de page et aussi ResearcherID qu'on trouve sous le bouton My Tools. Donc un seul profil pour tout ça. Et pour le créer, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Sign In en haut de page et ensuite cliquer sur Register pour pouvoir créer un profil rapidement à travers une adresse email, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc, je vais vous montrer en fait rapidement comment créer un profil. Ensuite, cliquez sur Continue pour pouvoir entrer un mot de passe qui doit contenir au moins un de ces caractères spéciaux et aussi un chiffre pour pouvoir créer votre profil et bien sûr remplir les champs où vous avez l'astérisque rouge sur la gauche. Donc, une fois ceci fait, bien sûr, cliquez en bas de page sur Submit Changes. Et là, vous pourrez avoir accès à votre profil et pouvoir faire des recherches et les sauvegarder. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même un plus pour pouvoir vous aider à mieux garder contact à distance avec la base sans avoir pour autant faire des recherches tout le temps manuellement. Donc, cette plateforme est beaucoup plus simplifiée. Vous avez moins de champs de recherche au niveau de cette base. Donc, à ce niveau, vous avez un champ de recherche que vous pouvez étendre jusqu'à 25 en cliquant sur Add on the Field. Et ça permet notamment d'entrer plusieurs termes de recherche séparés par les opérateurs booléens AND, OR et NOT se trouvant sur la gauche. Donc, bien sûr, AND recherche tous les termes entrés, OR l'un des termes et NOT va éliminer un ou plusieurs termes. Donc, pour mieux comprendre les opérateurs de recherche et booléens, nous avons un guide de référence rapide que je vais vous montrer, qui se trouve ici. Et là, vous avez les opérateurs de recherche, AND, OR et NOT qui sont les principaux. Nous avons aussi SAME qui permet de rechercher des adresses similaires dans le champ d'affiliation, adresse. Donc, par exemple, pour chercher une entité dans une institution, vous avez par exemple INRA, c'est une Toulouse dans le champ adresse, qui recherchera en fait que les articles avec dans l'adresse le nom INRA et la ville Toulouse. NIE, que vous avez ici en fait, permet de retrouver des articles contenant des termes qui sont espacés d'un certain nombre de mots. Donc, NIE par exemple, vous avez stress, NIE /3, sleep, et entre stress et sleep, le système recherchera 3 mots maximum. À savoir que si vous mettez juste NIE et pas de slash et de chiffre, le système mettra par défaut 15 mots maximum pour espacer ces deux termes. Donc, ce lien, je vous l'enverrai à la fin de la semaine. Ce guide de référence rapide, en fait, est de l'ancienne version du WebOfScience. Je suis en train de traduire la nouvelle version et ce sera sûrement disponible, je pense, dans les 2 prochaines semaines. Vous avez aussi ce qu'on appelle les caractères génériques, notamment l'astérix qui permet de tronquer à gauche ou à droite
et qui remplace en fait 0 ou plusieurs caractères. Donc, ça permet de rechercher des variantes pour un terme spécifique. Vous avez le point d'interrogation qui recherche un caractère et le signe $ qui recherche 0 ou un caractère. Donc, notamment, si vous faites une recherche dans la base de RoboScience, je recherche climate. Donc, je peux bien sûr tronquer à gauche, donc au début de la phrase, avec l'astérix, qui va rechercher des variations comme anti-climate ou autre. Et après le M, qui peut chercher aussi climate, climatic ou autre. À savoir que quand vous utilisez l'astérix, à gauche, il faut qu'il soit suivi d'au moins 3 caractères, et à droite, il faut qu'il soit précédé d'au moins 3 caractères. Et en faisant une recherche par le critère topique, je vais en fait rechercher ce mot-clé dans le titre, résumé et mot-clé de l'auteur. Donc, comme je l'ai dit auparavant, une recherche hors databases, c'est une recherche croisée sur toutes les bases en même temps, à savoir que chaque base a ses propres critères de recherche. Donc, par exemple, si je vais sur la base Medline, il va remplacer all database. J'ai ici les merge terms et autres qu'on ne trouve pas ailleurs. Si je vais sur la base Core Collections, la base principale de Thomson Reuters de citation, vous avez ici, dans ces critères de recherche, des critères spécifiques comme la possibilité de rechercher par agence de financement qui n'est pas ailleurs. Donc, en faisant une recherche hors database, bien sûr, par rapport à toutes les bases qui sont comprises de votre abonnement, ça fera une recherche croisée et par la suite, vous pouvez trier dans la page de résultats ces articles par base individuelle. Donc, je vais faire une recherche rapide pour vous montrer sur ce terme avec une présentation. Je clique sur Search, une recherche par topic. Donc ici, vous avez la page de résultats où j'ai plus de 3 millions de résultats. Et tout en bas de page, vous pouvez voir le nombre d'articles maximum compris de votre abonnement à vous. Donc moi, ici, en fait, j'ai accès à plus de 220 millions d'articles par rapport à toutes les bases où je suis abonné. Donc j'ai une question, que veut dire Core Collections? En fait, ce sont les bases principales de Thomson Reuters de citation. Nous avons maintenant, je pense, 5 bases de citation. Vous avez la Core Collection qui comprend des index de citation dans les sciences dures, les sciences sociales, les arts et sciences humaines. Et vous avez aussi, je retourne en arrière pour vous montrer, les citations sur les livres et les conférences et les composés chimiques. Donc, en allant sur All Database et en cliquant sur Learn More, vous avez le détail des abonnements compris de votre institution. En fait, si vous connaissiez le RoboScience auparavant, ça remplace le RoboScience tout court. Donc maintenant, ça s'appelle Core Collections, ça fait des collections principales essentielles de Thomson Reuters de citations. À savoir aussi que la base remonte jusqu'à 1900. Et là aussi, dépendant de l'abonnement de votre établissement, vous aurez une année spécifique et pas forcément 1900. À savoir que plus vous remontez en arrière et plus la base est chère, donc nos clients s'abonnent à ces bases par rapport à leurs besoins et à leur budget. Donc, je vais retourner sur la page de recherche que j'ai faite auparavant. Pour voir le détail de votre requête, vous avez ici toujours sous le nombre de résultats d'où provient la requête. Donc ici de All Databases, en cliquant sur More, j'ai fait une recherche par topic sur ce sujet qui recherche toutes les années comprises dans mon abonnement. Vous verrez en fait sur la gauche en dessous de Refine Result la possibilité de trier par database. Donc ici j'ai les 5 premières et pour toutes les voir, je clique sur More Option Values. Et là, je peux en fait déterminer si je fais identifier les articles qui sont dans Medline, Spec ou autres. À savoir que tous les articles sont dédoublonnés, c'est-à-dire que si un article se trouve dans la base Core Collections et aussi dans la base Medline, cet article ne sera montré qu'une fois dans la page de résultats. Donc, je vais ici choisir par exemple Medline, cliquer sur Refine. Je vais prendre le premier article au hasard. Et là, vous verrez en fait que cet article provient
de la base Core Collections et on le retrouve aussi dans la base de sciences de la vie, Biosys, dans la base médicale Medline. Vous voyez ici sur la gauche que les informations ici sont spécifiques à la base du Core Collections, qui contient des citations qu'on trouve ici en haut de page, avec notamment les données de financement en bas de page. Alors que si je vais dans l'article qui a été aussi publié dans Medline, en cliquant sur le lien sur la droite, j'ai des informations comme les merge terms qui sont spécifiques à la base Medline. Je vais sur l'article dans la base de Biosys de l'histoire de la vie avec citation. J'ai d'autres informations comme les données taxonomiques qu'on retrouve seulement dans Biosys Citation Index. Donc c'est un avantage d'utiliser ODPBase au début pour pouvoir mieux identifier les articles et savoir par la suite dans quelle base vous voulez les retrouver pour par la suite aller les chercher chez l'éditeur où ils ont été publiés à travers le bouton full text. Je vais me concentrer cet après-midi plutôt sur la base de Core Collections, qui est la base principale de Thomson Reuters, qui contient, vous verrez en bas de page à ce niveau, sous More Settings, plusieurs index de citation. Donc là aussi, dépendant de l'abonnement de votre institution, vous aurez accès à tous ces index ou peut-être à un, deux ou trois de ces index de citation. La majorité des revues se trouvent sous l'index des sciences dures, où on retrouve à peu près 8300 revues. Vous avez dans les sciences sociales 3200 revues et dans les arts et sciences humaines près de 2800 revues. Bien sûr, des revues se trouvent dans les trois bases en même temps. Et pareillement, si un article d'une revue spécifique se trouve dans les trois bases, vous ne le retrouverez qu'une fois sur la page de résultats. On a aussi des résumés de conférences. On y rentre à peu près 12 000 par an. À savoir que tous ces index de citation, que ce soit les livres, retrouvés ici en bas de page, les conférences ou les revues, passent tous par une sélection très stricte par nos éditeurs. Notamment, on va regarder s'ils publient à temps, c'est très important. Si ils ont un comité de lecture, ce n'est pas obligatoire, mais c'est suggéré. Si la couverture est assez internationale, et aussi si le contenu peut apporter un plus à ce qui est déjà dans la base du Web of Science. Ok. Donc, là aussi, concernant les années de couverture sur le time span, j'ai accès à toutes les années, mais là aussi, vous pouvez choisir une recherche spécifique par année. Autre point assez important, vous avez en bas de page la possibilité de trier la recherche par nom de revue. Donc, on a rajouté en fait l'autosuggestion qui est automatiquement activée avec on, que vous pouvez mettre en fait sur off. Et ça permet notamment, si vous faites une recherche par nom de revue, avec le critère Publication Name, en tapant n'importe quel nom de revue, vous verrez apparaître déjà une liste des noms des revues qui sont intégrées dans la base. Donc c'est une aide en plus qui a été rajoutée pour vous permettre d'identifier plus rapidement les articles de une revue spécifique. Et bien sûr, je peux toujours ajouter beaucoup plus de champs de recherche à travers Add on the Field et les opérateurs booléens sur la gauche and, or et not. Et bien sûr, tout enlever en cliquant sur Clear All Field. Donc voilà, ça c'est la page principale du Web of Science Core Collections, à savoir que cette page de recherche est identique pour toutes les bases incluses dans la base du Web of Science. Donc, que vous alliez sur le Core Collection, sur Medline ou autre, tous les champs de recherche seront similaires. Donc ensuite, vous avez bien sûr la recherche de base, et nous avons rajouté à ce niveau aussi, sous ce menu déroulant, la possibilité de faire une recherche par auteur, par référence citée, la recherche avancée et aussi la recherche de structure chimique. Donc ça, j'en parlerai brièvement. En fait, quand vous faites une recherche par auteur, vous pouvez le faire directement à travers le critère auteur sur ce champ.
Et le critère auteur qui se trouve en haut à gauche permet de faire une recherche beaucoup plus en profondeur. Donc, vous pouvez en fait identifier les auteurs qui ont ont des noms assez communs. Premièrement, en entrant le nom de famille avec l'initiale. Ensuite, vous pourrez choisir un domaine où ils travaillent et aussi dans quelle organisation ils ont publié et ainsi affiner les auteurs plus facilement. Alors qu'en passant par la recherche de base, vous devrez faire une recherche par nom de famille, bien sûr, en entrant au moins l'initiale avec le critère auteur et ensuite tomber sur une page de résultats et filtrer par vous-même par la suite pour pouvoir identifier l'auteur ou les auteurs qui vous intéressent. Je vais faire une recherche sur le changement climatique et vous montrer à quoi correspond une page de résultats, ce qui a changé au niveau notamment des liens vers les full textes. Aussi, on a rajouté la possibilité d'affiner par revue en open access sur la page de résultats et d'autres informations concernant le facteur d'impact des revues dans un article complet. Je mets Climate Change pour aller plus vite. Je fais une recherche par topic qui va bien sûr chercher ces deux termes dans le titre, résumé et mot-clé d'auteur. À savoir que quand je fais une recherche Climate Change, le système recherche automatiquement Climate and Change. Donc, ça mettra par défaut l'opérateur booléen N entre les deux termes. Ça va rechercher bien sûr premièrement Climate and Change ensemble. Ensuite, recherchera Climate tout seul et ensuite Change tout seul. OK? Donc, si vous voulez rechercher Climate Change ensemble tel quel, il faut le mettre entre guillemets. Et ainsi, ça recherchera que Climate Change de cette manière et pas séparé. Et là aussi, vous avez sur la page de guide de référence rapide dans votre page cette explication concernant la recherche d'expression avec les guillemets. Je vais enlever les guillemets en fait pour avoir plus de résultats. Cliquez sur Search. Donc, j'en ai 142 000 bien sûr. Donc, toujours la démarche de la recherche en haut de page. Et premièrement, les articles sont triés par défaut par date de publication. Donc de l'article le plus récent au plus ancien. Donc le premier sera publié en version papier en hiver 2014. Dès qu'on aura la date précise, la base sera mise à jour et vous aurez une date précise de publication pour cet article. Vous avez aussi sur la gauche With and Result. Donc 142 000 résultats, c'est un chiffre assez important. Je vais réduire ces résultats et avoir plus d'articles pertinents. Donc premièrement, vous avez ce qu'on appelle les catégories de Web Science. À savoir que chaque revue dans la base est catégorisée dans un domaine spécifique. Et dans la base Web Science Core Collections, nous avons à peu près 235 catégories spécifiques. Vous voyez par exemple que la recherche que j'ai faite sur le Climate Change, la plupart des articles se trouvent dans la catégorie Sciences de l'environnement. Donc bien sûr, ça montre toujours les 5 premières catégories qui contiennent le plus de résultats. Et pour voir les 100 premiers, cliquez toujours sur More Option Values. Et vous verrez le reste, les 100 premières catégories où on retrouve le terme que j'ai rempli dans ma recherche. Pareillement pour les autres, pour trier par auteur, l'auteur le plus productif par rapport à la recherche que j'ai faite. La revue qui publie le plus d'articles, par exemple, dans la recherche que j'ai faite, pareillement, et aussi dans quel pays on publie le plus sur cette recherche et en quelle langue. Donc déjà, vous pouvez raffiner cette recherche pour avoir des résultats beaucoup plus pertinents et ainsi arriver au nombre d'articles que vous désirez et qui peuvent vous aider dans votre recherche. Vous avez aussi dans la base de Web Science Core Collection, on a rajouté en bas de page la possibilité de trier par Open Access. Donc, vous allez en fait retrouver tout de suite les revues gratuites, des articles publiés dans des revues gratuites. J'en ai ici 9000. Je clique sur Yes et j'élimine en fait celles qui sont payantes, qui sont sous nom. Je clique sur Refine et là, je peux accéder à ces revues à travers le bouton Full Text qu'on retrouve déjà sur la page de résultats. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, SFX, c'est un agrégateur de résolveurs de liens.
Donc, la plupart de nos clients en fait s'abonnent à cet agrégateur qui provient de EBSCO ou autre et vont en fait formater ce bouton selon leurs besoins. Donc, soit ils utilisent le logo de l'agrégateur comme ici SFX, ou soit ils mettent le logo de leur institution. Et en cliquant dessus, s'ils ont accès à la collection, donc l'utilisateur pourra accéder à l'article sans payer, donc gratuitement au PDF. Et s'ils n'ont pas accès à la collection, quelquefois ça va les rediriger sur une page où ils pourront envoyer un email à la bibliothèque et leur dire cet article m'intéresse, comment puis-je me l'approprier. Donc c'est un système qui est mis en place par certaines institutions et toutes ne l'ont pas car c'est un produit qui est payant. Mais nous, à Thomson Reuters, on met en place ce qu'on appelle le Full Text from Publisher, qui est en fait un lien de l'article vers l'éditeur où il a été publié directement. Et en cliquant sur ce lien, j'ouvre une nouvelle fenêtre et là, je peux voir l'article directement chez l'éditeur, le télécharger en PDF si j'ai accès. Donc, pareillement, si votre institution est abonnée à une collection chez Springer ou autre, et que vous avez accès et que vous trouvez un article dans la base Web of Science qui a un lien full text, vous pouvez y accéder sans payer et télécharger le PDF. Donc, nous ne sommes pas une base de full text, nous avons toujours en fait un lien dans les articles qui permet de retrouver ces articles en full text directement. Aussi, par ailleurs, en cliquant sur le titre de l'article, vous avez les mêmes options. Donc, en haut de page, j'ai les options de full text. Donc, soit aller sur le réservoir de lien, soit aller directement chez l'éditeur, ou aussi là, en fait, dans mon accès, j'ai ce qu'on appelle un OPAC. Et en fait, c'est juste en fait un catalogue de l'université de Singoa qui me permet d'accéder à leur catalogue directement et faire des recherches manuelles sur des articles. Grande nouveauté qui est apparue il y a à peu près 2-3 semaines, c'est le lien vers Google Scholar qu'on retrouve ici en haut de page dans la base de Google Collections. En fait, on a eu un partenariat avec Google Scholar depuis 1 an qui était en période d'essai et on l'a mis en place il y a à peu près 2 semaines pour tous nos clients académiques. Et ils peuvent en fait retrouver à travers le Web of Science, quelquefois, s'ils n'ont pas accès au full text à travers les options à ce niveau. Donc, si le full text est payant et que par exemple, leur institution n'est pas abonnée, ils peuvent quelquefois l'avoir à travers Google Scholar. Et en cliquant sur ce lien, en fait, je vais revenir en arrière et prendre un article qui a beaucoup plus de citations pour vous montrer en fait la différence entre les deux. Donc, pour trier par citation, je vais en haut de page et je trie par time cited. Donc, du plus grand nombre au plus petit. Le premier article a été cité pour 2400 fois. Je clique sur le titre de l'article. J'ai les full text options et le bouton de Google Scholar. Je clique dessus et vous voyez en fait que l'article ici, j'ai un lien de redirection dans Google Scholar avec les citations de Web of Science. Donc, c'était mis en place pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont rechercher des articles sur Google Scholar, qui est très bien, sauf qu'il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas vérifiés et dont on ne connaît pas la provenance. Donc, quand vous allez dans Google Scholar, que vous voyez le lien Web of Science, vous savez que ça a été vérifié par nos éditeurs et que vous pouvez faire confiance à l'article et que le chiffre de citation que vous voyez sur la droite a été vérifié. À savoir que quand nous recevons les revues, qu'elles sont sélectionnées, une fois qu'elles sont acceptées, pour mettre à jour le chiffre de citation, nos éditeurs vont au droit compter chaque référence dans les articles et être sûr que ces références existent quelque part. Donc, c'est un travail manuel et qui n'est pas automatisé, qui est fait par nos éditeurs qui ont tous un doctorat dans le domaine de la science et qui ont aussi des connaissances dans le domaine de la publication. Si je fais une recherche dans Google Scholar directement, sans passer par Web of Science, je vais enlever cette fenêtre. Vous verrez en fait aussi que je retrouve des articles avec le lien vers Web of Science. À savoir que ce lien n'apparaîtra que si vous êtes dans l'enceinte de l'établissement qui a accès à la base Web of Science. Si vous êtes chez vous et que vous essayez d'accéder au Web of Science à travers Google Scholar, vous ne verrez pas apparaître le lien.
Donc, c'était mis en place dernièrement pour aider en fait nos utilisateurs à avoir plus d'options s'ils veulent accéder à au full texte des articles retrouvés dans la base Web of Science. Je retourne en arrière pour vous montrer en fait la puissance des citations. Donc, bien sûr, en triant par citation, vous trouvez l'article le plus influent par rapport à la recherche que vous avez faite. Et aussi, quelquefois, vous trouvez des liens qui ne sont pas forcément originaux, normaux, entre différents articles provenant de différentes catégories. Donc, premièrement, en cliquant sur le titre de l'article, j'ai ce qu'on appelle sur la droite le décompte de citations à ce niveau. Donc, l'article a été cité 1395 fois dans le Web of Science. En revanche, il n'y a pas de référence, donc je change d'article. Il faut que je vous montre un article avec référence, qui sera beaucoup plus parlant. Il y en a quelques-unes ici. Et les références, en fait, sont ce que ces auteurs, dans cet article, ont inséré dans leur publication et qui montrent aussi la manière dont ils ont été influencés pour pouvoir publier cet article. Et en cliquant sur ce chiffre, les références citées, je peux voir en fait jusqu'à où en arrière elles sont tournées pour pouvoir alimenter leur publication et y entrer des références qui sont assez influentes et pertinentes. Vous verrez que pour chaque référence, vous avez sur la droite le nombre de fois qu'elle a été citée dans la base du Web of Science par d'autres articles. Et aussi, quelquefois, vous verrez des références sans titre. Ça signifie en fait que ces références ont été citées dans la base, mais cet article n'est pas entré dans la base du Web of Science. Donc, vous pouvez toujours faire une recherche par référence citée. Même si l'article n'est pas dans la base, vous pouvez toujours retrouver ceux qui l'ont cité. Et ça marche notamment au niveau du titre de l'article, du nom de la revue, du nom de l'auteur, du numéro de volume, de fascicule et du nombre de pages. Donc, les références citées permettent de voir tout ceci rapidement et identifier aussi quelquefois des références que vous pouvez utiliser dans vos publications qui seront peut-être pertinentes par rapport à la recherche que vous faites. Donc, pareillement, dans le sens contraire, je peux cliquer sur Time Cited et voir combien de fois l'article a été cité par d'autres. Je tomberai sur un tableau, premièrement, sur la gauche, qu'on appelle le scorecard, qui est à ce niveau. À savoir que nous avons maintenant, je pense, 5 bases de citations de Web of Science. Vous avez bien sûr la base principale de Core Collections. Vous avez aussi la base des sciences de la vie avec citation, BioSys, la base chinoise de citation, aussi la base d'archives de citation. Nous avons aussi ajouté Cielo, une base sud-américaine plutôt brésilienne, qui comprend aussi des articles provenant du Portugal, d'Espagne et d'Afrique du Sud. Donc, cette base Cielo est gratuite pour nos clients et contient pour la plupart des articles en open access. Je peux voir rapidement, par exemple, en cliquant sur le lien en bas de page, un décompte de toutes ces citations et voir la relation qui existe entre chacune d'elles. Vous voyez ici que, par exemple, cet article a été cité plutôt dans la catégorie sciences atmosphériques. Et ici, je peux voir en cliquant sur les signes plus, donc entrer dans les détails. Et là, je vois que cet article, par exemple, a été cité 4 fois en sciences sociales, alors que c'est un article qui a été publié en sciences dures. Donc, c'est possible en fait de voir ce genre de relation rapidement à travers les citations, et notamment dans les catégories. En cliquant sur More Option Values, je peux voir les 100 premières catégories qui ont cité l'article et peut-être voir d'où ils proviennent. J'ai un article en economics, donc en sciences sociales, qui a cité un article en météorologie et sciences atmosphériques. Pourquoi? Je veux le savoir. Je sélectionne economics, je clique sur Refine et j'ai la réponse avec le résumé. Si je veux avoir plus d'informations, vous aurez quelquefois le lien en haut de page vers le full texte. Donc, en fait, le Core Collection, ça sert à ça, on trouve facilement des relations pas forcément évidentes entre différents articles par rapport à la catégorie où on les a publiés.
où elles ont été publiées et où on les a insérées. Pareillement, on peut voir que l'article a été cité, je crois, 18 fois en Chine. Donc, si c'est un article d'un auteur spécifique ou un de vos articles, vous voulez savoir comment il a été cité, vous cliquez, vous verrez apparaître en fait tous ces chiffres automatiquement, sauf que si vous n'avez pas accès à ces bases, vous ne pouvez pas cliquer sur les liens. Donc, pour la base chinoise, par exemple, que je vous montre rapidement, qui est aussi une base différente du Core Collections, qui est aussi payante en plus. Vous verrez en fait qu'on a l'information en anglais et en chinois à chaque fois. Et quelquefois, notamment au niveau des résumés, vous aurez aussi le résumé en chinois. En toute évidence, quand vous faites une recherche de citations sur les articles, vous pouvez toujours utiliser en fait Refine Result sur la gauche et identifier par exemple par quelle revue l'article est cité le plus, dans quel pays, en quelle langue et aussi par quelle organisation. Donc tout ceci est possible toujours à travers Refine Result. Vous pouvez faire un peu de bibliométrie et analyser les résultats de cette manière. Un changement qu'on a fait aussi sur la page de résultats. Je vais vous montrer ça. Je fais une recherche en fait par affiliation adresse. Donc je vais faire une recherche par adresse pour Paris. Donc je fais une recherche par adresse, je tape ici Paris, je clique sur n'importe quel article. Ça recherchera Paris dans le champ adresse du début jusqu'à la fin. Vous voyez ici que Paris est ici au début en tant que nom universitaire et ici en tant que ville. Et ça scanne tous les champs d'adresse pour trouver ce terme et ramener des résultats spécifiques. Ça recherche aussi des codes postaux, des noms de laboratoire ou autres s'ils sont dans l'affiliation, dans la ligne adresse. Concernant les articles, ce qu'on appelle la notice complète, donc notamment en cliquant sur n'importe quel article, je vais prendre celui-là. Pardon, pas ça. Je vais prendre le numéro 3. Vous verrez toujours apparaître dans les articles, bien sûr, titre, auteur, nom de revue et autres. Et on a rajouté dernièrement le lien View Journal Information. Donc, ce lien apparaîtra pour tous nos clients et ça provient en fait du GCR qui contient le facteur d'impact. Le facteur d'impact, en fait, on va reprendre toutes les informations du facteur d'impact et le mettre à travers ce lien. Vous verrez apparaître en fait le nom de la revue où l'article a été publié et les catégories où elle se trouve. Donc, une revue peut être dans plusieurs catégories spécifiques et on a ce qu'on appelle des quartiles de Q1 à Q4. Donc Q1, elle est dans les meilleures revues de la catégorie. Q2 et Q3, c'est la moyenne et Q4, c'est les moins bons. Et tout ceci, en fait, a été déterminé par le facteur d'impact de la revue. Donc, si vous avez accès au GCR, vous pouvez toujours voir, en fait, le facteur d'impact des revues en bas de page en cliquant sur le lien Journal Citation Report. Et vous allez apparaître une tendance sur 5 ans du facteur d'impact de la revue où l'article a été publié. Donc, je ferai des formations, des sessions sur le GCR, je pense au mois de mai, qui expliquera comment calculer le facteur d'impact et aussi comment on détermine le quartile qu'on retrouve ici sur ce tableau. En fait, ce quartile provient de ce qu'on appelle la box plot, la boîte à moustache, qui va identifier où se trouve la revue dans une catégorie et partager cette catégorie en 4 parties, donc 4 fois 25%, et dire en fait que Q1 se trouve dans les meilleurs 25% de la catégorie, Q2 entre 25 et 50%, Q3 entre 50 et 75%, et Q4 entre 75 et 100%, donc à la fin du ratio de la catégorie. Donc ce lien est disponible pour tous nos clients, qu'ils soient abonnés ou pas au GCR. Autre nouveauté, vous avez aussi ce qu'on appelle ici, vous voyez en bas de page, les keywords plus et les mots-clés d'auteur, autres keywords.
Les mots-clés d'auteur ne seront disponibles que si l'auteur les a intégrés dans l'article et nous, on n'ira pas les rechercher. En revanche, les keywords plus sont rajoutés par nous, par Thomson Reuters, et proviennent des titres des références citées. Donc, les références citées sont toujours dans l'article, bien sûr, et si les éditeurs de Thomson Reuters pensent que ces mots-clés vont donner plus de pertinence à l'article, ils vont le rajouter à ce niveau. Et une grande nouveauté, c'est que vous pouvez maintenant cliquer sur ces mots-clés et qui va relancer une recherche par topic. Donc, si je prends les mots-clés d'auteur, j'ai ici des mots-clés composés. En cliquant sur ces termes, je relance une recherche par topic dans le moteur de recherche et ça les mettra automatiquement entre guillemets pour rechercher ce terme spécifique et rien d'autre. Donc, en cliquant, vous verrez sur le numéro 1, j'ai ici dans le vecteur keywords, quand je fais une recherche par topic, je recherche les keywords, les résumés et les titres des articles. J'essaie de trouver, voilà, je trouve un dans le titre et aussi dans le résumé. Donc, c'était mis en place pour donner plus de pertinence et plus de résultats intéressants dans vos recherches. Concernant la page de résultats, à ce niveau, elle a été en fait aussi simplifiée. Vous avez sur la page de résultats des options d'export. Donc, pour exporter ces résultats par tranche de 500 maximum vers d'autres sources, notamment soit les envoyer par email à des collaborateurs, soit les imprimer, soit les sauvegarder vers un autre online, vers un autre desktop, la version payante. Et vous avez aussi d'autres formats d'export. Donc, exporter soit vers des textes, HTML, plain text ou table délimitée pour Excel. Vous avez aussi la possibilité de choisir l'information que vous voulez exporter à ce niveau. Et bien sûr, choisir le nombre d'articles et exporter 500 articles maximum à la fois vers d'autres sources. Donc, ça n'a pas changé par rapport à l'ancienne plateforme, mais le format a légèrement changé. Si vous faites plusieurs recherches différentes, donc au lieu d'exporter chaque tranche d'article après chaque recherche, vous avez en fait ce qu'on appelle la mark list, qu'on retrouve en haut de page sur la droite. La mark list est en fait une liste temporaire où vous mettez jusqu'à 5000 articles ou références et à la fin des recherches, tout exporté en même temps vers d'autres sources. Donc, pour les intégrer dans la mark list, c'est très simple. Vous pouvez choisir ici soit toute la page ou choisir individuellement et cliquer sur Add to Mark List. Donc, j'ai 10 articles dans la mark list. Je peux en fait y accéder en cliquant sur ce lien. Et là, vous verrez en fait que j'ai les mêmes options d'export. Vous pouvez aussi exporter vers d'autres sources comme Mendeley ou Zotero à travers Save to Other File Format et choisir Other Reference Software. Donc, quand vous êtes en fait sous Firefox, vous avez un plugin Zotero, je crois. Et quand vous voulez exporter vers Zotero, par exemple, Firefox va automatiquement vous demander si vous voulez sauvegarder sur votre PC ou exporter vers Zotero automatiquement. Je ne sais pas si Mendeley a un de ces plugins, mais c'est disponible pour Firefox. Et l'avantage de la marque, c'est que vous pouvez choisir quelle information exporter vers d'autres sources. Donc, par défaut, celles qui sont en gras et cochées seront exportées. Vous pouvez bien sûr les décocher et choisir seulement ce que vous voulez, ce qui n'est pas disponible en fait sur la page de résultats initiale. Nous avons en fait plus de flexibilité pour exporter à travers la marque list. À savoir que la marque list est temporaire dans votre session. Une fois que vous fermez la session en cliquant sur Sign Out, Logout ou que vous fermez la fenêtre navigateur, la marque list va repasser à 0. Donc, veillez bien à bien sauvegarder ces articles ou à les exporter avant de fermer le navigateur, sinon tout sera perdu.
Concernant les options de recherche et d'export, avez-vous des questions avant que je passe à la suite? Ok. Donc, autre astuce, si vous faites plusieurs recherches différentes, donc des séquences de mots-clés qui sont assez longs, je vous suggère de les couper, de faire des recherches par petites tranches de mots-clés, qui sont bien sûr pertinentes selon votre recherche. Et ensuite, bien sûr, utiliser Refine Result. Et à la fin, aller dans l'historique de recherche qu'on retrouve ici en haut de page. L'historique de recherche va sauvegarder toutes les recherches de votre session. Nous pouvons en mettre jusqu'à 99 sets de recherche, la donnée 6, et par la suite combiner ces recherches. Donc là, je peux combiner par exemple Climate Change, le numéro 1, avec Paris. Cliquez sur And, combiner pour chercher des articles avec Paris dans l'adresse et qui concernent le changement climatique. Là, je retrouve dans le set numéro 7, 2234 résultats. Je clique dessus. Et là, pareil, moi, je peux encore affiner sur la gauche et voir, par exemple, sous organisation, d'où proviennent ces articles. Vous pouvez faire ceci très rapidement. Donc, faire plusieurs recherches par petites tranches, les affiner et ensuite pouvoir les combiner par la suite et arriver à des résultats beaucoup plus pertinents. On a aussi rajouté il y a dernièrement en fait la possibilité de modifier ces recherches directement à partir d'ici avec le bouton Edit. Et en cliquant dessus, ça vous ramène en fait vers la recherche avancée. Et là, vous pouvez en fait utiliser les opérateurs booléens same, near et not qui ne sont pas disponibles sur l'historique de recherche. Vous avez aussi des tags dans la recherche avancée sur la droite. Donc, c'est plutôt pour les utilisateurs beaucoup plus chevronnés qui veulent en fait entrer des séquences assez longues ici et qui savent aussi manipuler les parenthèses. Mais vous avez aussi dans la recherche avancée la liste de toutes les catégories de la base du Web Science. En cliquant sur ce lien, par exemple, j'ai toutes les catégories du Web Science, il y en a à peu près 52, je crois. Je peux en prendre une au hasard. Je vais prendre une qui est assez longue. On va prendre celle-là. La copier. Aller dans la recherche avancée. J'enlève ça. Il fait une recherche par catégorie. Le tag CWC égale. Je copie la catégorie. Je fais une autre recherche. Et en bas de page, vous avez dans cette catégorie 206 000 articles que je peux ensuite visionner en cliquant sur le lien. Donc, c'est une possibilité pour vous de faire des recherches de cette manière. Ensuite, bien sûr, combiner avec d'autres recherches de mots-clés et arriver à des résultats beaucoup plus simples et plus pertinents. L'avantage aussi de l'historique de recherche, vous pouvez aussi sauvegarder cette recherche, sauvegarder les 8 étapes et ensuite créer une alerte sur la dernière étape seulement. Donc, quand vous sauvegardez la recherche à ce niveau et que vous créez une alerte, après vous êtes identifié dans votre profil en haut de page, l'alerte sera créée que sur le numéro 8 et toutes les étapes de recherche seront sauvegardées. Si vous voulez créer une alerte, par exemple, sur le numéro 5 seulement, il faudra aller dans la page de résultats, donc cliquer sur le chiffre, et là vous aurez un bouton d'alerte qui prendra en compte seulement cette recherche. Mais en passant par l'historique et en cliquant sur Save Historic Create Alert, ça va sauvegarder les 8 étapes et ne créer l'alerte que sur la dernière étape. Je vais cliquer sur ce lien et m'identifier. Je tombe sur un tableau en fait où je devrais entrer un nom pour la recherche, nous donner un nom à la recherche, c'est obligatoire. Ensuite, je vais créer une alerte, cocher la case et entrer plusieurs récipients dans le champ si je le veux.
Ce champ peut contenir jusqu'à 6000 caractères. Donc, en séparant chaque adresse email par un point virgule, je peux envoyer l'alerte à plusieurs récipients et partager ces résultats. Choisir ensuite, bien sûr, le type d'information que vous voulez recevoir, le format, et ensuite la fréquence hebdomadaire ou mensuelle. À savoir que la base est mise à jour toutes les semaines et on y rentre entre 20 000 et 30 000 articles par semaine dans toute la base de Web of Science. À ce niveau, si je ne fais pas d'alerte, je décoche la case, je clique sur Save. Je peux par la suite gérer mes recherches sauvegardées et mes alertes dans mon profil en cliquant sur My Tools en haut de page et en cliquant sur Save Search and Alert. Vous voyez ici que j'ai beaucoup de recherches sauvegardées sur plusieurs recherches différentes. Les alertes, quand elles sont désactivées, vous avez Off. Et quand elles sont activées, vous verrez en bas de page, je crois que j'en ai une, elles sont On. Les alertes de recherche sont valides pendant 6 mois. Et vous pouvez en fait les modifier ou les paramétrer dans votre profil à ce niveau. Vous pouvez aussi relancer les recherches manuellement avec le bouton Open. Et là, vous pouvez voir en fait toutes les étapes de la recherche que j'ai faite sur celle-ci. Cliquez sur One Search et là, choisir une fourchette d'années, soit la dernière semaine, soit les 5 années, toutes les années, ou des années spécifiques à travers ce menu. Donc, il y a beaucoup d'utilisateurs en fait qui n'aiment pas trop recevoir d'emails dans leur boîte concernant les alertes de Thomson Reuters. Donc, ils relancent les recherches manuellement à l'aide de leur profil. Pour ceux qui sont intéressés par les fils RSS, donc dans votre profil, vous avez cette icône orange et vous pouvez le mettre en place en cliquant sur cette icône. Et votre navigateur devrait contenir un lecteur de fils RSS automatique et pourra le mettre automatiquement dans votre navigateur, que ce soit Firefox, Explorer, Chrome ou Safari de Mac. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, par exemple sur Firefox. Donc, ici, vous voyez que j'ai un fil RSS fait sur l'UMR 8601. Donc, en fait, j'ai fait une recherche par adresse sur UMR 8601. Et chaque fois qu'un article de cette entité apparaît dans la base, je recevrai une alerte avec un lien vers l'article. Donc là, je n'ai pas reçu dernièrement. Je peux voir en fait les dernières que j'ai reçues. Je vais voir si ça marche. Je vais en prendre une autre. Concernant l'UMR 8601. Bien sûr, en cliquant sur ce lien, je retourne directement dans la base du Web of Science. Vous avez aussi les alertes de citation qui sont différentes. Donc, vous trouvez un article intéressant, peut-être un des vôtres, et vous voulez savoir qui cite l'article, donc qui va le citer dans le futur. Donc, pareillement, il faut aller dans l'article en lui-même, cliquez sur le titre, et sur la droite, vous avez un lien pour créer une alerte de citation qui est valide pendant 1 an. Et pareillement, vous pouvez la gérer dans votre profil, toujours sur Save Search and Alert. Et là, vous aurez le tableau avec les citation alerts. Et pareillement, je peux les relancer manuellement, les renouveler, s'ils sont expirés, et voir aussi combien de fois l'article a été cité dans la base de Web of Science. À savoir que quand vous créez une alerte de citation, vous pouvez en fait entrer qu'une seule adresse email, donc l'adresse email par défaut de votre profil. Et pour en entrer plusieurs, il faut aller dans le profil et cliquer sur Edit. Et à partir de là, je peux entrer jusqu'à 6000 caractères, toujours séparés par un point virgule dans le champ email address. Apparemment, il n'y a plus de son. Je vais voir ce qui se passe. Attendez. Je vérifie l'audio. Est-ce que ça va mieux là? Vous m'entendez maintenant? Allô?
Ok, je regarde ce qui se passe pendant les 2 secondes. Ok, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ça devrait marcher, je pense. Je vais couper le partage pour l'instant et je reviens dessus. Donc, vous devriez m'entendre. Apparemment, le micro marche. Faites-moi savoir si vous pouvez m'entendre à travers le chat. Je vais couper le partage, mais je vais reprendre ça, je vais reprendre tout de suite. Ok. Ok, c'est bon. Donc ici, vous avez bien sûr ce tableau pour gérer toutes vos alertes et vos recherches sauvegardées. Pour terminer, je vais juste en fait aller sur la page d'accueil. Donc sur la page d'accueil du Web of Science Core Collections, ou du Web of Science en fait, vous avez en bas de page des liens vers notre support. Donc s'il y a des erreurs qui sont faites sur vos noms, nombre de citations ou autres, vous pouvez tous les reporter à travers ce lien. Donc, sous ce lien en bas de page, vous pouvez en fait cliquer sur Request Data Change et là, vous pourrez nous signaler s'il y a des changements à faire sur un article ou plusieurs et choisir le bon format, donc Type of Change. Donc, soit changement de niveau d'adresse, d'article, nom d'auteur ou autre. Vous avez aussi un lien vers notre site de formation qui contient des vidéos très courtes en plusieurs langues. Les vidéos en français, je suis en train de les faire en ce moment aussi. Elles devront apparaître bientôt sous le même lien. Et ces vidéos durent entre 5 et 1 minute sur plusieurs aspects de la base, notamment un retour rapide du Web of Science, par exemple, les astuces de recherche, H-Index et autres. Et aussi sous Materials à droite, ici, vous avez ce qu'on appelle les guides de référence rapide. Donc le guide français n'a pas encore été mis à jour. Il devrait l'être bientôt. Et ça va ressembler en fait à ça, qui est beaucoup plus compact et qui contient aussi beaucoup d'informations pour pouvoir mieux utiliser la base. On a aussi un site YouTube que je vous enverrai à la fin de la semaine. Donc, il contient plusieurs vidéos sur toutes les bases en même temps. Donc, vous avez ici la Core Collections, la base de Web of Science, tout le portail complet, facteur d'impact avec GCA, ISA et autres. En cliquant sur vidéo en haut de page, vous avez toutes les vidéos en plusieurs langues, pareillement. J'avais une question auparavant, je vois si je peux y répondre. Le format de fichier. Le format de fichier de résultats de recherche a-t-il légèrement changé de la New Web of Knowledge? Ah, ok, je vois. Ok. En effet, quand vous exportez à partir de la base, je vais juste prendre quelques articles. Donc, quand vous exportez des articles, je vais prendre, je pense que ça se trouve sur HTML ou autre. Je vais voir à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est le format HTML avec le format Refman LES. Vous voyez toujours que vous avez en fait FN et VA. Dépendant en fait du format, vous aurez des informations différentes. Donc, quand j'ai pris HTML, je vais en prendre un autre pour voir à quoi ça correspond. Je vais prendre plein texte, par exemple, et voir à quoi ça correspond. Vous avez toujours en fait les mêmes informations comme FN pour le nom du fournisseur et autres. Donc, si vous avez des problèmes d'export, envoyez-moi un email avec un exemple et je verrai si je peux vous dépanner et voir s'il y a des modifications.
Donc, merci à tous d'avoir assisté à la session. S'il n'y a pas de questions, il y a une question, excusez-moi. La partie concernant Save to End Online. OK. Donc, End Online, en fait, c'est un logiciel de référence bibliographique où vous mettez jusqu'à 50 000 références et ensuite, vous pouvez transférer ces articles rapidement à partir de Web of Science en les sélectionnant d'abord sur la page et en cliquant sur la page de résultats Save to End Online. Donc, le transfert se fera automatiquement si vous êtes identifié dans votre profil en haut de page. Et quand ce sera transféré, vous verrez apparaître sur la gauche de l'article un icône avec le logo EndNote Online qui vous indiquera que l'article est dans votre bibliothèque EndNote Online privée. Donc, on va le voir ici sur la gauche des articles, le logo EN qui va apparaître. Oui, j'ai montré en fait dans le format d'export que la ligne FN n'a pas disparu et est toujours disponible dans le format. C'est bien ça. OK, une question. Il est écrit sur Google Scholar les 6 versions ou les 3 versions. Vous parlez de quoi, les versions du Web of Science ou donnez-moi plus d'informations concernant les versions de Google Scholar. Je vais répondre à une autre question. C'est quoi ISSN et ISSN? En fait, ISSN, c'est le numéro électronique de l'article. ISSN, c'est le numéro papier de l'article. Donc, vous pouvez faire une recherche en fait par numéro ISSN, le numéro électronique et le numéro papier à travers la Web of Science. Donc, si vous êtes sur la page d'un éditeur et que vous voulez faire une recherche de cette manière, là je n'ai pas, je ne sais pas si j'en ai ici, voilà, il y en a un ici. Vous avez en fait ISSN, ça s'appelle Quick ISSN, et EISSN, c'est le numéro online ISSN. Je peux en fait faire une recherche dans la base à travers la recherche avancée. Et là, je le tag sur la droite pour une recherche ISSN ou ISBN. Vous entrez en fait dans la base IS égale, entre le numéro, je crois que j'ai pris le bon numéro, je vais voir si ça marche. Et vous trouvez l'article en fait en bas de page. Le lien SFX qu'on voit sur certains articles, ce lien en fait n'apparaîtra que si votre établissement est abonné à un agrégateur qui va leur délivrer ce lien. Ça s'appelle en fait un réserveur de liens OpenURL. Donc ils vont le faire formater sur mesure selon leurs besoins. Donc si vous le voyez chez vous, ça s'appelle SFX, EBSCO, EBSCO Link, il y en a plusieurs en fait. Il y a Serial Solution 360 et quelquefois l'établissement mettra leur logo à la place du logo SFX. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bouton va vous emmener directement chez l'éditeur où l'article a été publié, si l'établissement a un abonnement spécifique chez l'éditeur, que ce soit Elsevier, Wiley ou autre. S'il n'y a pas d'abonnement, l'établissement vous donnera la possibilité quelquefois de les contacter. Donc, ils mettront en place dans le bouton SFX un lien vers leur bibliothèque. Et vous pouvez en fait leur poser une question et leur dire cet article m'intéresse, comment puis-je faire pour le commander? Et en fait, vous verrez en haut de page, comme ici, que ce réservoir de lien mettra en place toute l'information de l'article automatiquement pour vous. Et quelquefois, je crois qu'ils mettront un lien selon leurs besoins dans le formulaire vers un email de la bibliothèque pour pouvoir répondre à vos besoins. Y a-t-il d'autres questions? Donc, merci à tous d'avoir assisté à la session. J'enverrai d'ici demain l'enregistrement de la session, car il faut que je le convertisse dans un format spécifique, ça peut prendre un peu de temps. Et j'enverrai aussi des liens vers d'autres sessions enregistrées de EndNote Online et Research ID, et aussi tous les liens vers nos sites de formation qui vous permettront de télécharger des vidéos très courtes sur les différents aspects de la base. Merci à tous et bonne fin de journée.